Lucette Coueto, bonjour. Bonjour, Tanguy. Écrivain essayiste, Oui, drépanocytaire aussi. oui. Merci d'avoir accepté de venir sur l'Actu Matin nous parler de cette affection-là. Vous êtes de la forme dite grave, mais vous apparaissez quand même rayonnante, souriante, belle. Comment vous faites? Généralement, ceux qui en souffrent sont souvent de nature pas très sociale. Oui, c'est c'est quelque chose qui arrive, ce sont des choses qui arrivent effectivement, mais euh, déjà pour répondre à votre question, Mhm. comment je fais, Comment vous faites? je vais dire que mes parents m'ont beaucoup aidé Mhm. en me parlant, en discutant avec moi. Tu es normal, tu es comme tous les autres, tu peux faire comme tout le monde. Et à force d'écouter ça, ça m'a permis de m'accepter comme je suis. Et aussi, il y a la foi. Il y a ma foi, je suis croyante. Et je dois avouer que si il n'y avait pas cette foi-là, à des moments donnés, et avec certaines expériences, j'aurais pu me laisser aller. Et même quand les parents parlent, ne pas prendre ça en compte et puis décider De faire des choses de qui ne faire sont des pas choses qui ne bien. sont pas en adéquation avec ma santé. Mhm. C'est quand même curieux, hein, la foi qui vient prendre place dans la maladie. Oui, Chez les Africains, Dieu n'est jamais loin. tu n'es jamais loin le fait. Ouais. Alors, dans nos échanges pour préparer cette émission, vous avez souligné que ce n'est pas le mal qui est difficile à supporter, Oui. mais c'est surtout l'entourage. En quoi est-ce que c'est un poids d'être souffrant de cette maladie-là, en tout cas dans un environnement donné? Pour répondre à votre question, je vais partir sur la base d'une expérience que j'ai vécue, par exemple, à l'école. Oui. Il fut un moment où, durant les cours, j'avais du mal à suivre, par exemple, parce que j'avais des douleurs. On m'a envoyé à l'infirmerie, mais la façon dont l'infirmier m'a accueilli Accueilli. ne m'a pas semblé, comment dire, adéquate. J'ai été mise de côté et il a préféré recevoir quelqu'un qui avait juste des maux de tête. Ok. Est-ce que ce Souvent, n'est pas peut-être parce que c'est un mal de tête et on peut régler ça rapidement, le temps de s'occuper convenablement et sur le temps je vous du coup. assure, on ne s'est pas du tout occupé de moi. Sérieusement? Sérieusement. Donc ça m'a, comment dire, ça m'a blessée parce que j'étais allongée. C'est bien vrai, ils m'ont laissé, comment dire, un petit lit là pour que je m'allonge. On m'a juste dit, couche-toi, ça va passer. Mais il Carrément. n'y avait pas de soins, Il n'y avait pas il y avait d'assistance pas d'assistance, morale, rien, rien, rien. rien du tout, aucun mot à votre endroit. Et c'est ça qui vous a marqué. Oui, ça m'a marqué. En quoi est-ce que c'est un élément essentiel ou fondamental ou important, je dois dire, qui marque l'environnement et qui constitue un poids pour le malade? Oui, oui, parce que être drépanocytaire, c'est pas... la plupart du temps, on est considéré comme des gens Pas normaux, en pas griffe. normaux, en Oui. griffe, oui. Des gens pouvant tomber tout le temps et vite malades, pouvant ne pas assumer des postes peut-être De responsabilité. de responsabilité. Et puis, des personnes qui, même s'ils ont des postes de responsabilité, ils ne pourront pas le tenir sur le Pendant long longtemps. terme. Voilà. Donc, en tant que drépanocytaire, ça nous fait nous sentir un peu à l'écart, Un peu isolé. un peu isolés, à ne pas accepter et parfois même oublier, Rejeté. rejeter. Voilà. Mais on ne le dit pas souvent parce que quand vous entendez le mot drépanocytaire, tout de suite on sait que c'est quelqu'un qui est atteint d'un déficit d'un déficit héréditaire, il n'est pas comme les autres. Bon, Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a mal communiqué sur l'affaire que les gens ils ont quelques réticences? pour moi, oui. Pour moi, oui. L'Afrique en a fait parfois un mythe, surtout la drépanocytose, et comme ce n'est pas aussi, je dois dire, guérissable comme cela, ça devient en même temps un poids. Oui. Oui. Alors, vous m'aviez confié aussi qu'il y a des remèdes traditionnels hein, pour atténuer les effets. C'est tout de même curieux. Hein? La science occidentale, qui ne vous inspire pas beaucoup en la matière, c'est quand même curieux. Euh, je- Ce que je peux dire là, c'est que
il est vrai que les médicaments, les soins que nous recevons depuis le bas âge, ça aide à calmer les choses. Mais euh, lorsqu'on fait des recherches, par exemple sur le plan traditionnel, nous avons quand même des plantes qui nous aident à nous sentir mieux. Le seul problème entre les deux, c'est la question de dosage. Donc, si les soins modernes avaient cette force-là de nous aider à guérir complètement, nous le serions depuis. Si bien parce que c'est depuis le bas âge, pardon, depuis l'enfance que nous sommes pris en charge. Donc, si les soins modernes avaient la capacité de nous guérir, la guérison aurait été faite depuis bien longtemps. Mais c'est les mêmes médicaments, la même prise en charge sur le long terme. On vit avec tout le temps. Parfois, c'est fatigant et ennuyeux. Exactement. Mais est-ce que les recours traditionnels, ça aide véritablement? Bon, par exemple, avec les recours traditionnels, on n'est plus obligé vraiment de prendre les médicaments à chaque fois. Ok. Mais ça, personne ne le vous dira. Et j'espère même que mon médecin ne suit pas cette émission. Sinon, il vous ferait un procès. Alors, pourquoi est-ce que vous décidez à parler? Généralement, ceux qui en souffrent, et comme on les isole, se taisent et pleurent dans leur coin, se morfondent dans leur coin. Pourquoi vous décidez à parler? Parce que, en vérité, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que j'ai perdu beaucoup d'amis comme moi. Ok. Qui avaient le même mal, la même forme, qui sont partis très tôt. Voilà. J'étais très amie avec eux parce qu'on se comprenait, on parlait beaucoup. Ouais, les frères se tiennent la main. Oui. Donc, les voir partir comme ça, alors que moi-même j'aurais pu y passer avec les crises qui sont vraiment, vraiment insupportables lorsqu'elles arrivent, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et plus on avance dans la vie, plus on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes ne prêtent pas attention à leur état. Ils préfèrent parler de sentiments plutôt que de prendre conscience, de prendre conscience de leur état héréditaire ou sérologique. Donc, je me décide à parler aujourd'hui pour leur dire que lorsqu'on est drépanocytaire, c'est vrai, nous sommes comme tout le monde, on peut vivre comme tout le monde. C'est juste que nous avons des soins particuliers. Mais avant de se mettre avec quelqu'un, il faut prendre le temps de connaître cette personne sur son état de santé. Sérologique, voilà. Sur son état sérologique, demander à savoir si effectivement vous êtes compatibles ou si vous pouvez rester ensemble. Et aussi, il faut prendre l'habitude de demander ou d'aller faire des tests. Parce que c'est avec les tests que vous savez à peu près si vous êtes compatibles, si vous devez rester ensemble ou carrément vous séparer. À ce moment-là, l'amour n'a plus de place. Ah, tiens. Eh bien, c'est difficile, hein? C'est trop facile à dire, mais compliqué à vivre. Pourquoi, selon vous, les parents et les familles dans lesquelles on a ce genre d'enfants, on les cache souvent, on en a honte, et surtout, on les surprotège? Je crois que c'est la peur. Ok. Je crois que c'est la peur parce que lorsque tu dis, par exemple, mon enfant est malade, tu as peur du regard de l'autre. Comment cette personne va réagir face à ça? Est-ce qu'il va te regarder comme quelqu'un d'incapable ou quelqu'un de maudit par le ciel? De maudit par le ciel ou d'inconscient parfois. Et aussi, l'enfant également a parfois peur de dire, voilà, je suis atteint de drépanocytose, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, mais tout au long de sa vie, il a des envies, par exemple, de faire certaines choses qu'il ne peut pas faire forcément. Donc, la peur, tout ce cirque-là est retenu dans le sentiment de peur.
on a peur du regard des autres. Comment il va nous voir? Est-ce qu'il va nous accepter? Et surtout, comment il va accepter aussi l'enfant? Est-ce qu'il va nous accompagner Tout à fait. psychologiquement? Justement, on a parlé des parents, on n'a pas parlé du mécanisme tactique pour se faire sentir à l'aise le malade de la drépanocytose. Oui. Est-ce que vous sentez l'état présent à côté de vous, Mme Griffe? Honnêtement, personnellement, pas vraiment. Mais justement, qu'est-ce que l'État aurait pu faire? Vous avez des médecins, vous avez des centres de santé, ça va, non? Nous avons des médecins, c'est vrai. Nous avons des centres de santé, c'est vrai. Mais nous n'avons pas de cellules d'écoute. Ok. Parce qu'il arrive des moments, par exemple à l'adolescence, c'est vrai que tout le monde traverse à sa crise d'adolescence, mais particulièrement pour le drépanocytaire, c'est un peu plus difficile. Comment ça? Vous savez, par exemple, quand vous entrez en crise, vous avez mal. Vous souffrez le martyre. Mais voir vos parents autour de vous, parfois en train de pleurer, ça fait plus mal. Et vous n'avez parfois pas le courage de leur demander pourquoi je vis. Vous souffrez. Dans la douleur, parfois, on a des idées. Des idées noires qui vous arrivent. Oui. Donc, une cellule d'écoute, ça vous aiderait? Oui, je pense que moi, c'est... Vous n'êtes pas très exigeante, hein? Non, mais pour les autres, pour les personnes qui sont atteintes de drépanocytose, je pense que ça les aiderait. Et vous avez réussi, vous, à vous faire une passion? Oui. Est-ce que c'est votre façon de fuir la maladie ou c'est juste une passion pour une passion? Vous dessinez beaucoup, hein? Oui, oui. En effet, je suis dessinatrice. Et pour répondre à votre question, je dirais les deux. Ok. C'était plus une passion parce que depuis toute petite, je dessinais beaucoup. Déjà. En grandissant, je me suis permise de l'adopter comme métier. Non seulement pour oublier, mais aussi pour me dire que je suis capable de faire quelque chose de mes 10 doigts. Pas, même si ce n'est pas de la bureaucratie. Ah ouais, mais tiens. Si ce n'est pas de la bureaucratie, d'une certaine façon, ça rejoint un peu la bureaucratie. Parce que le dessin, ce n'est pas juste s'asseoir pour dessiner. Hein. C'est tout un processus. Et l'intellect travaille beaucoup. Et ça vous passionne? C'est plus une passion qui a fini par rejoindre la vocation. Comment est-ce que vous voyez l'avenir en tant que drépanocytaire? Elle est heureuse, elle est prometteuse, elle est... Ou, bon, vous êtes indifférente? Je suis un peu indifférente. Ah ouais? Vous n'avez pas de projet de vie, quoi? Vous ne voyez pas la vie peut-être rose, certainement, dans l'avenir? Bon, personnellement, je suis attachée à mon travail. Donc, pour le moment, c'est vraiment très focus là-dessus. Oui, la carrière qui m'intéresse beaucoup. Moi, je vous la souhaite brillante. Merci. Bien remplie. Merci. Et internationale, pourquoi pas. En tout cas, on aura une grande dessinatrice béninoise à l'échelle internationale qui serait peut-être une référence en la matière. Ce sera une fierté nationale en tout cas. Je l'espère. C'est mon souhait. Allez, Lucette Reto, merci d'être passée sur Actu Matin. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse.